Alors, bonjour à tous pour ce webinaire et bienvenue pour ce webinaire le second webinaire de la SET que nous organisons aujourd'hui suite au premier webinaire qui a eu un fort succès sur la gestion technique des immeubles. Nous avons décidé de le repositionner pour ceux qui n'avaient pas pu le suivre et ça permet de voir à tout le monde aussi de voir quels sont les sujets qui peuvent être traités par la SET. Alors, ce webinaire est présenté par Mamadou Koulibaly, qui est formateur à la SET. Donc, moi, je suis la référente Habitat Social au sein de la SET et on est accompagné d'Agnès Munoz, qui est notre responsable formation à la SET. Alors, je vais procéder en deux temps. En fait, je vais vous présenter dans un premier temps la SET formation et ensuite, je laisserai Mamadou se présenter et présenter le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Alors, pour parler de quelques mots de la SET formation est une entreprise spécialisée dans la formation professionnelle et le développement de compétences. C'est une entreprise qui a été créée depuis 1975 et qui fait partie du groupe aujourd'hui de l'OPHS. On se positionne comme un partenaire conseil dans l'accompagnement des clients sur toute la partie utilisation de leur organisation. On propose des formations en intra, en inter-entreprise, en distanciel et en blended learning, c'est-à-dire qu'on peut combiner des formations en présentiel et en distanciel en même temps. On a dans notre catalogue plus de 100 formations, mais bien évidemment, chaque formation est personnalisée en fonction des besoins des clients et des profils qui participeront à ces interventions-là. Et pour ça, on s'appuie sur un vivier de 40 formateurs qui sont des consultants experts dans leur domaine à chaque fois. Donc là, cette formation aujourd'hui présente, comme je vous ai dit, une centaine de formations, aussi bien sur l'habitat social que le médico-social. Donc sur l'habitat social, on a plusieurs formations qui sont des formations phares que l'on vous présente là et sur ce slide. On fait beaucoup de formations sur les états des lieux, les charges récupérables, le vocabulaire technique, les parcours d'intégration, que ce soit sur différents domaines. On accompagne des chefs de secteur, des conseillers de clientèle, on accompagne dans la gestion de conflits et aussi on forme beaucoup actuellement des gardiens d'immeubles avec une formation CQP. Donc, je vais laisser Mahamadou du coup se présenter et vous expliquer la suite de ce webinaire. Alors bonjour à tous, moi je suis Mamadou Koulibaly, donc je fais partie des formateurs de la SET formation et j'interviens aujourd'hui pour faire une formation sur la thématique de la surveillance des immeubles. Voilà, donc j'ai une expérience de 13 ans dans le milieu du logement social. J'ai travaillé chez pas mal de bailleurs, donc Treuil-Joie, Immobilière 3F, IDF Habitat, enfin du coup j'ai pratiqué pendant 13 ans. Et depuis quelques années maintenant, j'ai décidé de partager mon expérience avec l'équipe de proximité. Voilà pour mon parcours. Et je suis plutôt d'un profil technique en fait, puisque j'ai une formation BTS bâtiment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le milieu de la gestion du patrimoine, eh bien, les gens arrivent avec des profils différents. Il n'y a pas de meilleur profil que d'autres, mais je pense qu'il y a des profils qui sont plutôt complémentaires. Et c'est aussi ce qui fait la richesse des métiers de la proximité, en fait. Alors, pour que ce soit beaucoup plus clair, je vais vous présenter j'ai un document de présentation, en fait. Et du coup, on va pouvoir échanger à partir de ça. N'hésitez pas à poser des questions par message si vous souhaitez avoir des compléments d'information. Et puis, il y a un temps qui est consacré à la fin, justement, pour répondre aux différentes questions. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous partager mon document. Alors, je crois qu'il faut que tu quittes le partage, Nachi, non? C'est ce que j'ai fait, normalement, c'est bon. Voilà, on a ton écran. Est-ce que tout le monde voit là? Après. Oui. Ouais, très bien. Parfait.
Donc du coup, moi, au cours de la présentation, je ne vous vois pas. S'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Alors en fait, du coup, pendant la présentation, n'hésitez pas à nous dire hein, ce que vous faites un petit peu, quelle est votre fonction, de quel organisme est-ce que vous venez, qu'on sache un petit peu quelles sont les différentes personnes qui assistent à cette formation, et de manière à ce qu'on puisse aussi cibler le message. Euh, alors l'idée c'est de savoir si vous connaissez un petit peu tout ce qui est autour de la surveillance du patrimoine, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées dans vos missions, dans les missions de vos collaborateurs, et ce que vous attendez, vous, à travers les actions de formation, et particulièrement sur la surveillance des immeubles. Alors, la surveillance des immeubles, c'est quelque chose de très important, en fait, dans les équipes de proximité. Pour surveiller les résidences, on a des gardiens d'immeubles qui contribuent, on a les gestionnaires de secteur qui peuvent avoir des appellations différentes, et quelles que soient les sociétés, l'objectif reste le même. Il faut, cette formation a pour vocation à sensibiliser aux enjeux d'une bonne surveillance des immeubles et des équipements, pour permettre d'échanger aussi. Donc, du coup, il faut savoir qualifier l'état des espaces, mais aussi l'état des équipements, savoir prendre des décisions par rapport à l'entretien préventif et curatif, et j'y reviendrai un petit peu après. Acquérir des méthodes pour effectuer des relevés de désordre et les transmettre. La surveillance aujourd'hui, ça doit être quelque chose d'organisé, de méthodique. Je rappelle que les métiers du logement social, c'est avant tout un travail d'équipe, même si parfois on peut avoir ce sentiment d'être isolé et de travailler tout seul. On appartient à un groupe et l'idée d'effectuer ce relevé correctement, c'est de pouvoir aussi le transmettre pour que cette information soit traitée de la manière la plus efficace possible. Pour communiquer correctement, il faut avoir du vocabulaire, donc le vocabulaire technique est nécessaire. Moi, je considère que le vocabulaire technique, c'est une langue, en fait, une langue vivante. Et si on n'a pas de vocabulaire, c'est comme si on ne parlait pas la même langue que certaines personnes, et forcément, ça peut avoir des difficultés. Au cours de cette formation, on apprend aux gens à réaliser des diagnostics élémentaires, et puis aussi savoir communiquer avec les résidents lors des interventions, parce que finalement, moi je trouve que dans le logement social, on fait beaucoup de choses pour nos locataires, et malheureusement, on n'a pas toujours cette possibilité de mettre en avant les actions qui sont réalisées. D'un point de vue un peu plus opérationnel, l'idée de cette formation, c'est de permettre aux gens vraiment d'analyser et de gérer en direct les différents dysfonctionnements qu'il pourrait y avoir sur un immeuble, et on sait qu'ils peuvent être très nombreux. Utiliser à bon escient le vocabulaire technique, repérer l'ensemble des dysfonctionnements et les transmettre de façon claire et efficace aux techniciens d'agence. Parce qu'encore une fois, il y a des travaux qui peuvent relever de la maintenance, il y a d'autres travaux qui relèvent des services gros travaux, et donc ça demande aussi d'avoir de l'anticipation, et c'est un point sur lequel on insiste beaucoup au cours de cette formation. Il faut savoir que la surveillance des immeubles, ça a des enjeux en fait. Il y a des enjeux socio-économiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, la sécurité des résidents, c'est quelque chose d'important. Ensuite, notre objectif, lorsqu'on vient faire la surveillance du patrimoine, c'est de valoriser le patrimoine immobilier. Valoriser le patrimoine immobilier, parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir une dégradation, une anomalie de fonctionnement, on va procéder à une réparation. Et donc, on maintient, on garde la valeur de notre patrimoine. Et tout ça, ça donne aussi une bonne image du bailleur. On a tous envie d'habiter dans une résidence où c'est bien entretenu. Il faut savoir qu'il y a des obligations légales aussi. On parle beaucoup de la loi du 6 juillet 1989 et qui oblige le bailleur sur un certain nombre de points. De manière générale, nous, on va assurer l'administration générale de la résidence. Et pour ça, pour nous aider, on va mettre en place des contrats qui vont nous permettre d'assurer l'entretien courant et qui vont nous aider dans notre mission de surveillance des espaces et des équipements. Et c'est parce que le propriétaire a des obligations que finalement on va mettre en place des procédures internes, et chaque entreprise a ses propres procédures. C'est pour ça aussi que nous, à CET, on intervient et que les entreprises, elles décident de former les différents intervenants pour ne pas se retrouver justement en difficulté. Les outils sont mis à disposition, et moi, pour faire beaucoup de formations, on se rend compte qu'il y a des outils en interne, mais que ces outils, les stagiaires n'en ont pas forcément connaissance, parce que c'est aussi des métiers où les gens ne font que se croiser malheureusement. Donc le moment de la formation, c'est aussi partager un petit peu cette culture d'entreprise, et tout ça, l'objectif, ça va être d'aider les gestionnaires techniques, mais aussi les gardiens d'immeubles dans leur mission de surveillance du patrimoine. Alors, sur l'entretien du patrimoine, il existe deux types d'actions. Nous allons voir l'action préventive et l'action curative.
L'entretien préventif, il va viser à réduire le risque par la surveillance. Vraiment, on est dans l'anticipation et on essaye même de régler le problème avant qu'il intervienne. Donc, par l'entretien, et comme je le disais tout à l'heure, on a des contrats d'entretien qui sont mis en place par les sociétés, et pour ça, les organismes de logement, du logement social font beaucoup d'efforts là-dessus et apportent vraiment un vrai plus pour les locataires. Et enfin, on a l'entretien curatif. Alors là, on est dans un autre registre. Quand on est dans l'entretien curatif, on n'a pas anticipé ou alors on est au pied du mur. Ce n'est pas forcément un problème d'anticipation. Et là, dans ce cas, il faut apprendre à identifier le désordre, réaliser des mesures conservatoires, alerter et informer à la fois le locataire, mais peut-être l'agence si on est confronté à des difficultés particulières, effectuer les réparations et enfin réceptionner les travaux. La réception de travaux, c'est un point aussi sur lequel on insiste beaucoup, parce que je pense que la confiance n'exclut pas le contrôle. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup trop d'entreprises qui interviennent, où les gardiens ou les responsables de secteur ne prennent pas le temps d'effectuer cette réception de travaux. Et donc, on se retrouve aussi avec de l'argent qui est dépensé pour des travaux mal réalisés et donc qui a une conséquence sur l'entretien du patrimoine, in fine. Et on insiste aussi sur les gros travaux. Alors, ça, c'est quelque chose de très important parce que trop souvent, moi je le vois et pour l'avoir pratiqué encore en formation, on se retrouve aussi au pied du mur parce qu'on n'est pas capable d'identifier 3 ans avant que l'étanchéité d'une toiture terrasse, elle commence à montrer quelques signes de faiblesse. Donc, du coup, on va s'amuser à faire des réparations provisoires et finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépenser énormément d'argent pour un résultat qui sera quasiment nul. Et moi, je sais que dans le cadre de cette formation surveillance des immeubles, l'idée, c'est aussi d'expliquer aux gens qu'on n'est pas forcément tout le temps obligé d'être au pied du mur. Et la surveillance des immeubles, du coup, ça a aussi ce rôle, c'est de pouvoir identifier des problématiques qui vont être très récurrentes et donc peut-être programmer des travaux conséquents de manière à justement ne pas dépenser trop d'argent dans tout ce qui va être entretien courant. En gros, identifier une problématique récurrente pour y apporter une solution pérenne. Alors, les contrats d'entretien de maintenance, on va les utiliser fréquemment et ces contrats vont venir nous aider dans notre gestion technique du patrimoine, soit dans le cadre d'une obligation réglementaire, il y a des contrats pour la sécurité incendie, pour les ascenseurs, et puis ça peut être aussi dans un souci de qualité de service ou d'optimisation des coûts, comme la robinetterie par exemple. Alors, ces contrats présentent plusieurs avantages et malheureusement dans les entreprises c'est aussi un problème parce qu'on ne prend pas le temps, je pense, d'analyser ces contrats, de les présenter et donc du coup ils ne sont pas optimisés. Et comme ils ne sont pas optimisés, ça veut dire qu'il y a beaucoup de dépenses qui vont être orientées sur des budgets type entretien courant, alors même que c'est quelque chose qui est dû par le prestataire et qui est dû au titre du contrat. Donc l'avantage du contrat, c'est que ça va permettre de prévenir les incidents, et on est toujours dans une logique d'assurer la sécurité des biens et des résidents. Comment est-ce que ça va se faire? Grâce à des visites périodiques. Ça permet de garantir une qualité de service, puisque dans ces contrats, on peut négocier un certain nombre de choses. On peut négocier des délais d'intervention, normalement, des conditions d'intervention, et on va aussi optimiser les coûts d'intervention grâce à un forfait annuel du coût de la maintenance. Donc, le cas du contrat pour la robinetterie, par exemple, on est quasiment sur des formules où le locataire peut appeler autant de fois qu'il le souhaite pour une réparation de l'ordre de fuite dans le logement, sur la robinetterie ou des équipements qui seraient prévus au contrat. Alors, quand on parle de désordre, au cours de la formation surveillance des immeubles, l'idée c'est de comprendre ce qu'est un désordre en fait. Et finalement, le désordre, qu'est-ce que c'est? C'est une anomalie de fonctionnement, d'aspect, de solidité, soit d'un équipement, soit d'un ouvrage. Et ça peut être lié à plusieurs choses, soit d'un défaut du fait de sa conception, ou alors d'une erreur de mise en œuvre d'un composant qui va être inadapté ou une dégradation qui peut être volontaire. Donc les désordres, on peut les classer en 2 grandes catégories. Il y a tout ce qui va être lié à l'usure normale et la vétusté. Et puis, il y a tout ce qui va être lié à l'usure anormale. Alors, l'usure normale, c'est ce qui est caractérisé par la durée de vie des revêtements ou d'un équipement. Et d'ailleurs, au cours de l'usure normale, il y a la notion de vétusté qui est abordée. Ces désordres a pour cause
le vieillissement des revêtements et des équipements. Donc, effectivement, les matériaux n'ont pas les mêmes durées de vie. Donc, on sait qu'un parquet ou un carrelage, c'est à peu près 20 ans. Une robinetterie, si elle est de qualité, ça peut aller jusqu'à 15 ans. Et puis, pour tout ce qui va être embellissement, papier peint, peinture, on sera sur une moyenne de 5 à 7 ans à peu près. Et ensuite, on a l'usure anormale. Donc là, on va être plutôt dans le cadre d'un vieillissement prématuré d'un revêtement ou d'un équipement. Et pour le coup, il y a plusieurs facteurs qui sont à l'origine de cette désordre. Premièrement, on peut avoir le défaut de conception. De plus en plus, on rencontre en formation des gens qui peuvent être en détresse, entre guillemets, parce que souvent on a des programmes neufs qui arrivent avec beaucoup de problèmes de conception ou de problèmes de malfaçon en fait. Donc la conception, c'est plutôt dans la manière dont on pense le projet. La malfaçon, c'est dans la réalisation du projet en lui-même. Ensuite, il y a des sujets qui sont autour de la dégradation. On y est pas mal confronté aussi lorsqu'on gère des secteurs en quartier prioritaire de la ville. Il peut y avoir du défaut d'usage, un immeuble qui n'est pas utilisé correctement. Et puis le défaut d'entretien qu'on rencontre beaucoup à l'intérieur des logements plutôt. Dans nos parties communes, on a des entreprises, on a des gardiens qui sont là pour effectuer cet entretien. Et globalement, ça se passe plutôt bien. Et puis il peut y avoir des événements exceptionnels qui vont effectivement aussi venir impacter, qui vont venir provoquer des désordres au sein des immeubles que nous sommes amenés à gérer. Alors, les désordres, comment les identifier? Et ça, c'est quand même un sujet qui est important, et au cours de la surveillance de cette formation, surveillance des patrimoines, on insiste beaucoup dessus. On va identifier le désordre dans le cadre d'une visite ou une intervention. Et là, on est plutôt dans une situation active, et moi, c'est ce que je recommande aux gens. C'est-à-dire qu'il faut aller, il faut provoquer un petit peu, il faut aller à la recherche, aller identifier le désordre. Ça peut être à l'occasion d'une visite ponctuelle, ça peut être lors de travaux d'entretien, parce qu'effectivement, en réalisant quelques travaux d'entretien, on peut observer que des choses ne sont pas, que d'autres travaux sont d'ordre complémentaire, et donc il faut intervenir, et ça peut être à la demande d'un usager de la résidence. La situation active, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, parce que c'est plutôt positif, c'est-à-dire que nous, on fait la démarche d'aller vers la problématique. À la différence de la situation passive, en fait, où c'est quelqu'un qui vient vous signaler ce problème. Alors, ce n'est pas un problème, dans le sens où, effectivement, on ne peut pas tout voir, et un locataire qui va avoir un problème dans son logement, à un moment donné, nous, on ne fait pas des visites dans les appartements, donc il faut bien qu'on vienne nous signaler qu'il y a une difficulté. Par contre, quand il s'agit de nos parties communes, c'est un peu moins bien lorsqu'un locataire vient nous voir pour nous dire, ah, monsieur, ça fait 3 mois que cette ampoule n'a pas été remplacée, ou pour signaler tout autre problème. Donc, dans la situation passive, ça va être le signalement d'un locataire ou d'un visiteur, ça peut être le signalement d'un collègue ou d'un responsable aussi, parce qu'on a beau être gardien, on a beau être responsable de secteur, on a aussi plein de gens qui travaillent dans l'entreprise, qui peuvent être amenés à visiter nos résidences. Et ça peut être aussi le signalement d'une entreprise, parce que justement, nous, on n'a pas forcément accès à toutes les parties communes de la résidence, dans le sens où on peut ne pas être amené en couture terrasse, on peut ne pas être amené à aller sur les combles, et donc une entreprise qui intervient pour la VMC pourrait très bien nous signaler qu'effectivement, il y a une tuile qui s'est cassée et que du coup, ça provoque une infiltration dans les combles, et in fine, ça pourrait s'infiltrer dans les appartements. Alors, lorsqu'on a un désordre, la conduite à tenir, elle est importante. Premièrement, il faut localiser ce désordre, le qualifier et le quantifier. Et ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on insiste au cours de cette formation, parce que c'est des informations nécessaires pour un traitement efficace de la réclamation. Si on n'a pas ces informations, on a tendance à traîner dans le traitement, et du coup, ça fait des locataires mécontents, et ça fait aussi des enquêtes de satisfaction où les locataires manifestent leur mécontentement, et c'est quand même bien d'avoir des bons résultats pour ces enquêtes. Alors nous, notre rôle finalement, dans le cadre de la surveillance du patrimoine, c'est quoi? C'est d'assurer la relation avec les entreprises extérieures, le contrôle des travaux, assurer la conformité des prestations, et puis échanger avec les fournisseurs. La relation avec les différents services techniques. Un immeuble, c'est confronté finalement à plein de... Enfin, on a plein d'interlocuteurs. Ça peut être la ville, quand vous gérez un patrimoine où finalement vous n'êtes que propriétaire des murs et qu'il y a un gestionnaire, vous traitez avec le gestionnaire. Et puis j'ai envie de dire, même quand on a à la fois l'usage et le fruit, eh bien on peut, en interne, il faut communiquer.
parce que on a chacun des périmètres d'intervention, et si cette communication ne se fait pas correctement, eh bien forcément, ça vient impacter l'entretien de nos résidences. Et puis, la relation avec les responsables d'agence, c'est important. Alors, quand je dis le responsable d'agence, ça peut être le responsable d'agence ou le N+1, pour qu'on puisse expliquer ce qui se passe sur le terrain, pour qu'on puisse être dans l'anticipation et faire des programmations de travaux qui soient les plus adaptées et justifiées aussi. Du coup, finalement, quand on regarde bien, le rôle du personnel d'entretien et de maintenance, ça va être quoi? Ça va être, premièrement, d'identifier les désordres. Et l'objectif de cette surveillance, de cette formation de surveillance du patrimoine, c'est d'expliquer aux gens qu'il faut vraiment visiter les immeubles. Et d'ailleurs, au cours de cette formation, on passe au moins une demi-journée en extérieur où on effectue un diagnostic en marchant. Aujourd'hui, malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça, la charge de travail fait que de plus en plus, les gestionnaires de secteurs ne vont pas sur le terrain parce qu'eux, ils sont pris par les tâches administratives, et ça se fait au détriment de la surveillance du patrimoine, et ce n'est pas sans conséquence. Ça va être réaliser des mesures conservatoires lorsqu'on localise, lorsqu'on identifie une problématique, effectuer les travaux et passer commande auprès des entreprises. Et donc aujourd'hui, pareil, hein, les structures, elles sont organisées soit pour passer des commandes à travers les marchés à bon de commande, mais aussi pour optimiser les contrats d'entretien, réceptionner ces travaux, s'assurer que les travaux ont été effectués conformément au cahier des charges de l'entreprise, communiquer avec les usagers, et enfin contribuer à l'élaboration d'une stratégie d'entretien du patrimoine. Et ça, c'est sur tout ce qui est sur la partie gros travaux. Et je pense que vraiment, là-dessus, on a beaucoup de travail à faire, et moi, j'insiste énormément dessus. C'est-à-dire que, pour imaginer un petit peu le truc, c'est pas normal que lorsqu'un locataire nous appelle pour dire qu'il a une infiltration dans son logement, qu'on monte sur la toiture terrasse et qu'on se rende compte qu'il y a un arbre avec un tronc de 5 à 6 cm. Si l'arbre est là, ça veut dire que ça fait des années qu'on n'a pas fait notre visite et qu'on n'a pas fait notre surveillance. Et là, clairement, on est au pied du mur et on n'est pas en mesure de gérer une situation comme il faudrait, parce que reprendre 400 ou 500 mètres carrés de toiture terrasse, c'est pas un budget qui est anodin. Ça nécessite de la programmation, et ça nécessite tout un travail préparatoire aussi pour engager les travaux. Et du coup, le gestionnaire de secteur et le gardien se retrouvent particulièrement en difficulté face à un locataire qui, lui, exige d'être dans un logement décent. Alors c'est un exemple hein, parmi tant d'autres, mais je pense que cet exemple, il est parlant parce qu'on le retrouve très souvent dans le milieu du logement social. Alors, se former, c'est important, et moi je dirais que la formation, ça doit être un moment de partage. Au-delà du côté où on est là pour transmettre une information, c'est bien plus que ça. Il y a un côté team building dedans. Et l'avantage avec Asset, c'est que les formateurs qui interviennent sont des gens qui sont passionnés, qui connaissent leur travail, et donc on va apporter une information, c'est sûr, mais l'idée, c'est aussi de fédérer un groupe de personnes à tout un tas de choses. À une vision, ça peut être la vision de l'entreprise, mais ça peut être la vision, moi j'interviens sur la thématique technique, donc c'est ma vision de l'entretien et comment on s'y prend. Ça peut être se dire qu'on est dans une équipe, rappeler aux gens qu'on est dans une équipe et on a des objectifs communs, c'est-à-dire que s'il y en a un tout seul qui met le paquet pour que son secteur soit bien entretenu et qu'il y en a un autre qui ne s'occupe pas de son secteur, ben forcément ça a des conséquences sur les enquêtes de satisfaction, sur les résultats du groupe, peut-être même sur les budgets. D'accord? Pareil, les budgets, c'est un vrai sujet, parce que si vous êtes sur quelqu'un qui est très économe et quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent, en fin d'année, quand il y en a qui n'ont plus d'argent, on va en prendre à ceux qui en ont pour en donner à ceux qui n'ont pas fait attention. Donc on est vraiment dans un travail d'équipe. Et puis, en formation, on se retrouve aussi avec des gens qui parfois peuvent être dans une forme de démotivation, et le fait de se retrouver avec des collègues, de pouvoir partager leurs expériences, de pouvoir se rendre compte aussi que leurs difficultés ne sont pas, ne sont pas les seuls à être confrontés à certaines difficultés, et que finalement tout le monde se retrouve un petit peu dans le discours au sein de l'information. Eh bien, ça permet de requinquer les gens. Et ça permet de leur apporter une nouvelle vision, de repartir avec de nouveaux objectifs. Donc la formation, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'avec la conjoncture actuelle, on fait beaucoup de visio. Et pour bien faire, il ne faudrait pas que ça devienne
ça devienne une manière de travailler. Je pense que les gens ont vraiment besoin de se retrouver, et particulièrement dans les métiers de la gestion de proximité, parce que les gens ne font que se croiser. Un gardien d'immeuble, s'il vient pas en formation, il ne va pas forcément croiser ses collègues parce qu'il est tout seul sur son site. Un responsable de secteur, c'est pareil. Ils vont se croiser lorsqu'il y a des réunions d'agence, mais il ne va pas forcément croiser ses autres collègues, en fait, parce que finalement, c'est des systèmes où il y a quelque part des entreprises dans l'entreprise. Alors, pour vous accompagner, vous allez avoir Nachi, qui sera là pour mettre en place des formations sur mesure. On a cette capacité à s'adapter, à tenir compte de la culture d'entreprise de chacun pour faire des formations qui, même si le message reste le même, on va l'adapter en fait à la culture d'entreprise de chacun et puis aux procédures internes de chacun. Voilà pour ma partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère avoir été clair. C'était parfait, Mahamadou. Merci. Je redonne, du coup, je quitte le partage d'écran pour donner la main à Nachi. Voilà. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On n'est pas très nombreux, donc on peut répondre du coup en direct. Bon, j'interviens comme ça, mais très bien. Merci Mamadou, très bien résumé. Rien à ajouter. Merci Patrick. Madame Bellati, est-ce que vous avez des questions? Eh bien, écoutez, c'était très clair. Merci beaucoup du coup pour ce descriptif assez détaillé. C'est très intéressant et c'est vrai que alors quand on arrive, moi j'étais complètement extérieure au logement social avant de prendre mon poste de chef de secteur chez Immobilière Crozet. Et c'est vrai que j'ai, moi à mon niveau, par exemple, un besoin en vocabulaire technique. C'est vrai qu'on est un petit peu, par moment, on est un peu largué. Voilà, on n'a pas ce vocabulaire technique, donc des fois, voilà, il faut aller chercher les informations et on n'est pas toujours à l'aise. Donc c'est vrai que sur un poste d'encadrement et de terrain, c'est intéressant d'avoir le vocabulaire technique. Voilà. Ok. Vous occupez quel poste, vous, chez Immobilière 3F? Alors, je suis chef de secteur. D'accord. Et dans le cadre, vous avez participé au cursus de chef de secteur avec Immobilière 3F? Eh bien, pas encore, parce que mon cursus devait démarrer l'année dernière. Bon, voilà, il y a eu la pandémie. Moi, j'ai eu le Covid, donc j'étais absente quelques semaines. Voilà, donc c'est vrai que c'était prévu normalement pour bientôt, mais j'ai pas vu la partie vocabulaire technique, en tout cas dans le cursus. Donc c'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose, je sais pas, à demander en plus, mais c'est intéressant quand même d'être formé au vocabulaire technique. Alors, il faut savoir que nous, on anime justement les cursus chefs de secteur pour Immobilière 3F. Oui. On n'a pas eu l'occasion de vous croiser encore, mais il y a de fortes chances que vous soyez intégré à un des cursus. Et donc, le sujet sera évoqué en fait. Alors, pas forcément avec moi, parce qu'il y a plusieurs formateurs, mais je sais que dans le cadre du cursus, et c'est quelque chose qui est plutôt bien fait, vous allez aborder plusieurs thématiques qui vont être en rapport avec votre métier en fait. D'accord. Très bien. Ok. Donc, ce sont des sujets qu'on pourra aussi aborder lors de différents webinaires. Donc, je sais qu'on en a prévu plusieurs tout au long de l'année. On a des formateurs qui sont présents justement et donc qui vont s'atteler à l'exercice plus tard. Donc, ce sont des différents thèmes qu'on pourra mettre en avant effectivement par la suite. Si vous avez des questions, Madame Bellati, n'hésitez pas à les poser. On sera disponible pour pouvoir y répondre par la suite. Très bien, merci. Merci à vous. Peut-être m'embêter un mot pour Madame Bellati, juste. Madame Bellati, vous avez la possibilité en inter, donc l'ACET le fait, faire une formation sur le vocabulaire technique en attendant le cursus. C'est financé par ce qu'on appelle anciennement le compte personnel de formation. Comme ça, vous n'avez pas à attendre. Comme l'a très bien dit aussi Mamadou Coulibaly, dans le cadre
du cursus, le vocabulaire, on en parle surtout sur des immeubles. Voilà. Mais en tout cas aussi, et une autre suggestion, vous pouvez aussi la demander en dehors du cursus à la chargée de formation de 3F qui met en place des formations vocabulaire technique en dehors des cursus. Voilà. D'accord. Oui, non, c'est intéressant. C'est vrai que voilà, on avance, on prend du vocabulaire, mais c'est vrai que c'est bien de rentrer un petit peu aussi voilà, dans les termes techniques et de bien tout comprendre. Et on a tellement de désordre en fait sur les immeubles que c'est important de bien comprendre. Il faut juste la faire valider par votre responsable à habitat. Oui. D'accord. Je trouve intéressant cette approche-là que Mamadou vous avez présentée parce qu'en fait, on se rend compte vraiment de l'intérêt de cette formation-là qui peut sembler très technique, mais en fait, qu'il y a des impacts, économiques, qu'il y a vraiment des impacts, bon, qualité évidemment, et du coup, qui permet vraiment d'anticiper les choses. Et moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'appréciable parce que du coup, quand on est plus à l'aise avec grâce à ce type de formation. On anticipe, on a plus une démarche d'anticipation et je pense que du coup, on est moins amené à subir les choses. Et ça, je trouve que c'est appréciable parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire. Comme disait Madame Bellati, sur le terrain, il y a une foule de choses à surveiller. Il faut être attentif sur plein d'éléments. Et le fait d'être, à mon avis, plus en anticipation grâce à ce type de formation, ça doit amener un peu plus de confort au travail. En tout cas, je ressens comme ça de ce que j'ai entendu. Bah, c'est vraiment ça l'idée en fait. Hein. Moi, après de mon expérience, à ce que j'ai pu constater, pour avoir changé d'employeur, pour avoir récupéré des secteurs, j'ai trop vu de locataires ayant un sinistre qui aurait pu être réglé très rapidement, mais ça n'avait pas été traité parce que justement ça manquait de connaissances. On se fie beaucoup à nos partenaires entreprises. Alors des fois on a des bonnes entreprises et des fois elles sont moins bonnes et parfois c'est plus une épine dans le pied qu'autre chose. Et c'est sûr qu'avoir l'idée c'est pas de devenir des techniciens experts au cours de cette formation, c'est pas du tout ça l'idée. Mais c'est de permettre aux gens d'avoir une compréhension assez simple des choses, une compréhension assez opérationnelle des choses, de manière à ce que vraiment ils puissent anticiper que le client soit satisfait, que le patrimoine soit entretenu, que le budget ne soit pas dépensé n'importe comment, parce que les budgets, c'est un vrai sujet. Alors, parfois, on arrive au mois de septembre, on n'a plus d'argent pour travailler, donc les gens qui sont chefs de secteur savent ce que c'est. Mais sauf que si on ne fait pas attention, effectivement, on n'a pas des budgets limités. Donc, l'optimisation des contrats d'entretien, la bonne connaissance des pathologies du bâtiment, la surveillance des immeubles pour anticiper, tout ça, ça permet, in fine, d'être sur quelque chose de géré. Oui, c'est ça. Maîtriser vraiment son patrimoine, en fait. Exactement. Ouais, je trouve ça très intéressant. Monsieur Balak est avec nous, on l'a pas entendu. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis arrivé avec un petit retour sur votre animation. Moi, je suis formateur. D'accord. Donc, j'interviens en fait pour la SNEF et que sur la relation client entre. D'accord. Voilà. Oui, exactement. Au niveau des relations, voilà. Et j'en profite en fait simplement pour répondre là-dessus parce que j'étais en train d'envoyer un mail par rapport à ces 20 premières minutes. Vous pouvez en fait recevoir l'enregistrement, bien sûr. Oui, tout à fait. J'enverrai l'enregistrement à tout le monde et même ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Sinon, et l'enregistrement sera disponible sur Dorian Partout. Et au niveau de la formation, c'était très Merci. Je suis contente de pouvoir un visage sur votre nom, Monsieur Ballard. On avait échangé au moment des vœux, mais je suis contente parce que maintenant, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Je suis assez récente, je suis contente de mettre un visage. Encore une fois, j'ai découvert le visage de Monsieur Dugène et je découvre le vôtre, donc je suis enchantée de vous rencontrer. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avez-vous des remarques, François-Xavier, vous qui avez une fonction aussi, oui, des litiges ou des difficultés? Non, moi,
Je ne suis pas intervenu pour l'instant parce qu'en fait, c'est vrai que les formations techniques, c'est pas mon domaine puisque j'interviens, je suis avocat et j'interviens surtout dans la gestion locative. En revanche, dans ce que vous avez dit, Mamadou, moi, ce que je relève, vous avez parlé de la satisfaction client, mais au-delà de l'insatisfaction, si les interventions ne sont pas correctement faites. Mais ce que je relève également, c'est qu'au-delà de ça, vous pouvez avoir aussi des mises en cause de la responsabilité du bailleur. Donc, tout à l'heure, Mme Munoz, vous avez abordé le budget, vous avez abordé la satisfaction, puis l'aspect aussi managérial. Mais bien entendu, derrière, il y a une question de mise en cause de la responsabilité, éventuellement une mise en cause de la responsabilité civile, voire pénale du bailleur, et puis une question d'image aussi du bailleur, avec le parc en cas de défaut d'entretien. Donc c'est vrai que la formation que vous animez, aussi bien des différents formateurs là, sur la gestion technique, ça a nécessairement un impact beaucoup plus large que le simple entretien technique du patrimoine. Exactement. Oui, c'est un aspect important. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais c'est un aspect qui est extrêmement important. Oui. Et ce qui vous permet aussi, effectivement, à l'égard des différents clients que vous avez, de leur proposer et de les accompagner sur ces aspects-là aussi. Voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, vous qui êtes avocat, est-ce que vous observez beaucoup en termes de proportion, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les mises en cause? Est-ce que la thématique technique, elle ressort beaucoup sur les mises en cause, sur les affaires que vous êtes amené à gérer, sans rentrer forcément dans le détail un peu, mais... Vous pouvez avoir plusieurs... Alors, statistiquement, j'ai pas de chiffres. Enfin, là, vous avez l'air de poser des cols, Mamadou. Non, en revanche, ce qu'on constate d'une façon certaine, c'est que lorsqu'il y a des désordres techniques, ça entraîne des contestations de la part des locataires déjà, donc ça peut entraîner des impayés. Ça peut être à l'origine de troubles aussi. Des travaux qui ne sont pas faits, ça peut être à l'origine de troubles. À titre personnel, moi j'ai fait une procédure contre un bailleur qui faisait des travaux, alors je ne dirais pas le nom du bailleur, mais qui faisait des travaux depuis plusieurs années et alors de toute façon complètement autorisé, etc. Il n'y avait aucune difficulté, mais les locataires sont en droit de solliciter en fait une réduction de loyer quand les travaux durent trop longtemps, y compris en partie commune. Donc, c'est vrai que vous avez l'aspect entretien et puis aussi l'aspect communication derrière. Donc, quand vous avez des bailleurs qui réhabilitent des immeubles pendant 4-5 ans, c'est compliqué pour les locataires aussi de vivre dans ces conditions-là parfois. Donc, il faut aussi les accompagner. Donc, non, statistiquement, je n'ai pas de chiffres, mais c'est source de contentieux. J'ai un dossier, par exemple, aussi en ce moment, une réhabilitation, un locataire qui a demandé, alors je suis pour le bailleur, un locataire qui demande à aller dans un logement extérieur pendant la réalisation des travaux à cause du bruit. Donc, vous pouvez avoir des pathologies en plus chez certains locataires. Donc, voilà, alors, on va un peu au-delà de l'entretien courant, de ce que vous avez abordé, les travaux. Mais tous ces travaux ou ces défauts de travaux entraînent soit des réclamations, comme vous l'avez dit, soit éventuellement plus loin des contentieux, des procédures contentieuses. Non, mais c'est très bien ce que vous nous apportez comme information, parce que je pense que, je ne vais pas dire que c'est négligé la surveillance du patrimoine, mais je pense qu'on ne mesure pas toujours l'impact que ça peut avoir sur tout un tas de choses en fait. L'impayé, c'est un peu le nerf de la guerre. Un locataire qui ne paye pas, c'est sûr que s'il a le moindre problème chez lui, des fois, il y a des gens qui sont de mauvaise foi, mais c'est un sujet. Et je sais qu'il y a tout un tas d'actions qui sont mises en place pour réduire l'impayé. Il y a le droit aussi, le fait de se dire, si on est en défaut d'entretien, effectivement, on peut aller, on peut être assigné devant le tribunal. Donc c'est vrai que c'est une formation qui va bien au-delà de la partie technique. En fait. Disons que oui, effectivement, le défaut de surveillance peut avoir des conséquences
plus importante que le simple problème technique. Ouais. Ça c'est sûr. Ce qu'on peut peut-être, si vous permettez, juste rajouter, c'est que les bailleurs, ils n'aiment pas trop avoir une mauvaise presse. Donc, moi, j'ai travaillé aussi pour un bailleur pendant longtemps, et généralement, ils anticipent. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont contre la réglementation, je prends un exemple, un bateau, le gardien n'a pas mis ça, la personne a chute, elle porte plainte. Au lieu d'aller au tribunal, en fait, ils se lancent en conciliation, et généralement, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas toujours des statistiques, et puis ils payent, ils donnent un chèque. Ça peut être un pot de fleurs, c'est arrivé chez 3F en 2011, je me rappelle le noyer, dans le sud, un pot de fleurs est tombé, il a touché un enfant, en fait. Et donc, la mère était à voir le bailleur, il y a eu la presse, ils ne sont pas allés au tribunal et ils ont fait un chèque. Ça peut être aussi sur un aire de jeu, un élément saillant, rouillé, par exemple, un éléphant, donc, un enfant, pardon, un gère. Donc, généralement, le bailleur, lorsqu'il a l'information, il va tout faire pour, entre guillemets, il comprend un petit peu étouffé parce qu'il sait que dans ce qu'a dit Mamadou tout à l'heure sur le règlement, en particulier sur la loi du sujet 89, il sait que dans ses obligations, il n'est pas dans les clous. Et quand vraiment il ne peut pas, ça va en justice. Un dernier fait concret, par exemple, c'était une personne qui avait un logement insalubre, il ne l'entretenait pas vraiment, il y avait de la moisissure partout, donc ils sont intervenus, le bailleur a dit c'est vraiment votre faute, etc. Le logement n'est pas entretenu, suroccupation du logement, plein de choses, etc. Vraiment tout faux pour le locataire. Le locataire, il est allé voir en fait la ville, les services d'hygiène et de salubrité, qui ont fait foi. C'est une loi sur les bailleurs. Et quand ils ont fait le contrôle en fait de la VMC sur l'extraction, le débit n'était pas conforme. Donc malgré que le locataire avait tout faux dans l'entretien, vu que le débit n'était pas conforme parce que justement l'entreprise, comme dit Mamadou, il n'a pas fait son travail, et la ville a donné raison en fait au locataire. Donc résultat, le bailleur n'a pas été témoin, il a même fait les travaux pour le locataire dans le logement. Vous voyez, généralement, ils anticipent pour essayer quand même d'éviter d'aller en justice. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas assez de chiffres là-dessus. Bon, voilà, c'est juste un appart. Alors, oui, je ne sais pas si on peut toujours parler d'anticipation, Patrick, parce que dans les exemples que tu as donnés, en fait, il y a aussi une réparation qui est faite. C'est-à-dire que quand il y a un pot de fleurs qui tombe, il ne peut pas y avoir d'anticipation, mais il y a plutôt une indemnisation qui est faite au profit de la victime. Et ça, c'est plutôt un mécanisme assurantiel. En revanche, ce qui est beaucoup plus difficile pour un bailleur d'anticiper, c'est quand il y a un défaut de travaux, quand il va faire des travaux. Il y a un bailleur, Mamadou Koulibaly et moi, on a travaillé chez Toejoa, et Toejoa a été condamné, alors je peux le dire parce qu'il y a une décision de justice qui a été publiée, etc., pour des travaux qui ont duré plus longtemps que prévu. C'était sur Fresnes, Mamadou. Ouais. Les travaux ont duré 4 ans au lieu de durer 18 mois. Et ça, c'est vrai que le bailleur ne peut pas l'anticiper non plus. Non, mais là, ils vont en justice. Là, c'est parti en justice. Voilà. Ils indemnisent, comme tu dis, généralement, ils indemnisent pour éviter d'aller en justice. Ils indemnisent pour éviter d'aller en justice. Mais parce qu'en fait, on ne va pas en justice, mais j'allais dire, ce n'est pas qu'une question de bailleur, c'est tout simplement, on sait qu'on va être condamné. Donc, si tu veux, moi, quand j'ai des clients qui sont des particuliers et qu'on sait que le dossier est mauvais, vaut mieux qu'on essaye de trouver une solution et qu'on arrête immédiatement. Ça évite en plus une mauvaise publicité, éventuellement. Mais alors, on anticipe effectivement une mauvaise décision, tu as raison. Mais c'est pas bon, généralement, quand on anticipe une mauvaise décision, c'est que le dossier est pourri. Mais par contre, c'est important effectivement d'anticiper ça, et surtout que ça ne fasse pas non plus, par rapport à ce que tu dis, une traînée de poudre chez d'autres locataires. Quand tu as un incident ponctuel, voilà, on peut le régler. En revanche, imaginons qu'il y ait un défaut d'entretien, etc., et qu'il y ait un locataire qui demande un relogement ou une indemnisation, il ne faut pas que l'ensemble des locataires du même immeuble fassent cette même demande. Voilà. Donc, l'intérêt d'aller le plus vite possible aussi pour le bailleur. Mais de toute façon, même si effectivement ça ne va pas des procédures ne vont pas forcément jusqu'en justice, en interne, ça a quand même des répercussions. Hein.
C'est-à-dire que quand on a des dossiers pourris qui arrivent du défaut d'entretien, moi j'ai été gestionnaire technique et François Xavier a été directeur du patrimoine aussi, on sait que les courriers, quand ils arrivent, ils sont signalés. Le traumatisme du courrier signalé. Et derrière, ça quand même, ça fait effet de caisse de résonance. Hein. Donc certes, ça ne s'ébruite pas à l'extérieur, tant mieux, mais en interne quand même, ça fait du bruit. Et autant être nickel sur l'entretien de son patrimoine. Alors, on est sur des postes où on est exposé de toute manière, donc il faut bien que les gens comprennent aussi qu'on ne peut pas tout anticiper, et François Xavier il a raison, des fois il y a des choses qu'on ne voit pas, on n'est pas parfait, mais par contre il y a des choses, c'est trop gros, et on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est là-dessus, je pense, sur lesquelles nous, on doit vraiment insister, en expliquant qu'on est vulnérable, on est exposé techniquement, c'est vrai, mais on doit avoir une obligation de moyens, et parfois aussi une obligation de résultat. Donc là, attention, on va rentrer dans des débats d'experts, hein, ça va devenir très riche. Vous avez vu, ça peut devenir très passionnant. Hein. Non, mais c'est vraiment important, effectivement, cette formation pour accompagner les bailleurs et effectivement éviter d'autres difficultés. Voilà. Je crois qu'on sous-estime ces problématiques-là souvent. Ok, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres échanges, on va pouvoir libérer tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Et puis, j'espère que merci, je vous appellerai. Merci. D'accord, monsieur. Question. Mamadou, à bientôt. Il y a une question peut-être. Ah. Oui. J'ai juste une petite question au niveau de la planification de ces formations que vous avez prévu de mettre en place mensuellement. Comment ça se passe? Pour le webinaire? Alors, Monsieur Bala, j'ai bien vu que vous étiez très motivé. Je le propose une fois par mois, donc en fonction des formateurs qui seront disponibles et du sujet qu'ils souhaitent traiter, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Très bien. On peut échanger par mail ou au téléphone, je suis disponible. Très bien. Bon, je vous dis merci à tous et merci à vous. À bientôt. Et... Merci à tous. À bientôt. Merci à tous. Merci. Bonne journée.